Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Nous vivons à l'échelle de la planète une crise mondiale des réfugiés. Plus de 13 millions de personnes, soit 2/3 des réfugiés du monde, se trouvent dans une situation de déplacement prolongé. Sans toit et sans papier, de nouvelles populations fuient les crises humanitaires et les récents conflits, et bon nombre sont des enfants écartés de l'école et loin de leur famille. La Journée canadienne des droits des réfugiés se déroulera le 4 avril prochain. Ce sera l'occasion de parler des droits et des ressources offertes aux personnes sans statut, de science aussi pour parler des humains qui se cachent derrière les statistiques et d'accueil. Le prochain congrès de l'ACFAS du 14 au 16 mai prochain à Ottawa accueillera un colloque sur l'immigration au Québec et d'ailleurs, complexité des trajectoires. Évidemment, les migrants sont de divers types et parmi eux, les réfugiés et les demandeurs d'asile ont des trajectoires migratrices semées d'enjeux et d'embûches. Alors, nous allons chercher à comprendre aujourd'hui comment les conflits déplacent les populations et comment le Canada et le Québec les accueillent. Ne bougez pas. À Je vote pour la science, nous intéressons à la crise mondiale des réfugiés. Les actuels conflits, tout comme ceux du passé, entraînent le déplacement de millions de personnes et de demandeurs d'asile. Que connaissons-nous d'eux et comment leur venir en aide? Nous en parlons avec nos invités. Aujourd'hui, nous recevons Lorraine Lallemand, co-directrice générale du Conseil canadien pour les réfugiés. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Maître Joey Hanna, chef du bureau de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à Montréal. Bonjour. Bonjour. Et de Adèle Garnier, qui est professeure agrégée au département de géographie de l'Université Laval, co-directrice de l'équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs, l'équipe ERICA, et membre de la chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales. Bonjour. Bonjour. Donc, le 4 avril prochain, nous célébrons la Journée canadienne des droits des réfugiés. Les guerres et les crises jettent sur les routes des enfants, des familles, toutes des personnes qui perdent leur toit et leur sécurité. Les demandeurs d'asile qui, pour devenir réfugiés, ont besoin d'être reconnus par le pays d'accueil. Les médias parlent souvent des migrants de manière un peu générique. Ce sont beaucoup des chiffres et des statistiques, plus que des noms, des laissés pour compte des crises humanitaires et des conflits. Madame Lallemand, ça signifie quoi, ce 4 avril-là? En fait, ça signifie l'importance du Canada de continuer à offrir la protection aux personnes qui fuient la persécution à travers le monde. Alors, c'est une occasion importante pour nous de prendre une pause, de regarder ce qui a déjà été accompli et aussi de se rappeler de tout ce que nous avons besoin de continuer à faire. Oui, ça vient d'où? Je pense que c'est une décision aussi. Oui, c'est la décision du Cour suprême. Je ne veux pas dire des bêtises, mais c'est lié aux décisions pour peut-être je vais laisser à Maître Hanna si vous êtes plus au courant. Avec plaisir. Oui, alors, on va mettre à profit mon cursus juridique. Je suis avocat de formation. Alors, c'est l'arrêt Singh de la Cour suprême qu'on célèbre, 1985 de mémoire, où la Cour suprême a reconnu que les demandeurs d'asile étaient protégés là, par la Charte canadienne des droits et libertés, quand on parle que chacun a droit à la sécurité, à la liberté, voilà. Donc, les demandeurs d'asile étaient inclus dans ce terme-là, dans le chacun. Maître Hanna, on va rester avec vous. Donc, pour commencer, peut-être pouvez-vous nous faire un tour d'horizon des différentes crises humanitaires à travers le monde que l'on vit? C'est vaste. C'est un grand mandat que vous me donnez pour ouvrir. Écoutez, peut-être commencer avec un chiffre, 114 millions. C'est actuellement l'état du déplacement forcé à travers le monde. 114 millions, de demandeurs d'asile, de personnes réfugiées, de personnes apatrides, de personnes déplacées à l'interne. Bref, de gens qui sont sur les routes de l'exil en raison de la persécution, de la discrimination, des conflits. Où sont ces gens? Ils sont à travers le monde, dans les Amériques, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie. Donc, à l'heure actuelle, le HCR intervient
auprès de ces personnes-là dans 550 sites à travers 135 pays. Donc, vous faire la nomenclature de tous ces endroits-là, ça serait effectivement beaucoup de chiffres. Mais je pense que c'est important de souligner que dans les 10 dernières années, ce chiffre-là, il a explosé. Il a plus que doublé. Donc, de 2009 à 2024, là, on a vu une augmentation exponentielle, justement, des gens sur les routes de l'exil, des gens en situation de déplacement forcé, et ce, en raison de l'intensification, de la détérioration et des nouveaux conflits qui sont apparus, notamment la guerre en Ukraine, notamment le conflit au Moyen-Orient, et notamment ce qui se passe à l'heure actuelle au Congo, au Mozambique, etc. Au Soudan et tout ça, oui. Tout à fait. Professeur Garnier, quels sont les grands conflits, justement, actuels entraînant des déplacements importants de population? Et où vont ces personnes? Pour reprendre ce que M. Anna disait, et là, je m'appuie en fait sur les chiffres de HCR, il y a un certain nombre de conflits qui génèrent la plupart des personnes déplacées dans le monde, notamment en Afghanistan, en Ukraine et en Syrie. Donc, c'est plusieurs millions de personnes qui sont déplacées par ces conflits, et ça inclut des personnes déplacées internes, ça veut dire déplacées à l'intérieur même de leur pays, parce que là, je parle aussi comme prof de géographie, les gens qui fuient, ils fuient d'abord à proximité de chez eux, et ensuite, enfin dans la plupart des conflits, ensuite ils traversent des frontières. Donc, vous avez le conflit en Ukraine, donc l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. L'Ukraine, c'est un pays d'à peu près 40 millions de personnes, et il y a au moins 25% de la population qui est déplacée, dont au moins la moitié qui sont déplacés hors des frontières. Et où vont-ils pour l'Ukraine? Donc ils vont en Europe, dans les pays voisins, donc c'est-à-dire la Pologne, la Hongrie, un peu plus loin vers l'Allemagne par exemple, aussi la Moldavie qui est un plus petit pays mais qui a accueilli beaucoup de personnes ukrainiennes. Et puis il y a eu des visas particuliers qui ont été mis en œuvre pour les Ukrainiens, donc notamment le Canada a fait ça, et ça a permis l'arrivée de plus de 250 000 personnes d'origine déplacées ukrainiennes depuis 2022. Donc ça, c'est l'Ukraine. Ensuite, vous avez la Syrie. Donc là, c'est un conflit qui dure depuis plus longtemps, et les Syriens vont notamment dans la région aussi, donc au Liban et en Jordanie, par exemple, et en Turquie aussi. La Turquie, c'est un des pays qui a le plus de réfugiés au monde en ce moment. Et depuis plusieurs années aussi, mais il y a aussi des Syriens qui sont arrivés au Canada, mais dans une moindre mesure, bien sûr, que les pays voisins. Et aussi, il y a des réfugiés syriens, bien sûr, des déplacés syriens en Europe aussi. Le troisième situation que je voudrais mentionner, c'est l'Afghanistan. Alors là, c'est un conflit qui dure depuis encore beaucoup plus longtemps. C'est un pays qui est affecté par des conflits depuis au moins 1979. Et là, les Afghans vont principalement en Iran, donc c'est à l'égalité en termes d'accueil des personnes déplacées avec la Turquie, des réfugiés, c'est l'Iran actuellement. Mais bon, vu la longueur de la crise, vous avez des Afghans dans beaucoup de pays du monde, mais c'est donc, comme je dis, en Iran, mais aussi, donc ça va être aussi en Europe, par exemple, et il y a aussi bien sûr des réfugiés afghans ailleurs dans le monde. Ça, c'est pour ces trois-là, mais bon, comme on l'a mentionné, il y a aussi, par exemple, le Soudan traverse une crise très importante depuis 2023. Ça a généré des centaines de milliers de personnes qui ont traversé les frontières, en plus des millions de déplacés au Soudan, notamment en Égypte, par exemple. Et là, plus récemment, pour parler vraiment de déplacement interne, vous avez le conflit entre Israël et le Hamas, avec 90% de la bande de Gaza est détruite, et donc pratiquement toute la population de Gaza est en situation de déplacement interne actuellement. Oui. Maître Anna, vous nous avez rappelé quelques statistiques sur le déplacement. Quand vous étiez à l'aide juridique, vous aviez développé des ateliers d'information et de vulgarisation juridique destinés à l'époque aux réfugiés syriens. Je pense que c'était en 2016, si je vous ramène là. Vous les avez développés pour les autres réfugiés après. Parlez-nous un petit peu de, justement, quels sont, quand ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, qui sont demandeurs d'asile, qui ne sont pas encore réfugiés, comment on les accueille, comment on leur parle, qu'est-ce que vous avez fait dans ces ateliers-là? Alors, je suis moi-même d'origine syrienne, et puis pendant le conflit en Syrie, j'éprouvais un certain sentiment de culpabilité vis-à-vis ce qui se passait en Syrie et ce que ma famille directe vivait, et je n'avais pas l'opportunité d'aller en Syrie pour aider, donc je me suis dit je vais aider les gens les gens de ma communauté qui viennent au Québec, qui viennent à Montréal, et j'ai développé à l'époque des ateliers d'information et de vulgarisation du droit. Donc vraiment le
b.a.-ba, le 101, comme on dit en anglais, du droit du travail, du droit du logement, du droit de la famille, vraiment pour outiller ces nouveaux arrivants-là, ces personnes qui venaient de la Syrie, sur la réalité juridique québécoise, pour leur permettre de trouver un logement, de trouver un emploi, d'avoir les outils nécessaires, de travailler au Québec et de pouvoir s'intégrer. Alors certes, au début, c'était dirigé à l'endroit des personnes syriennes, mais rapidement, dans la communauté, le mot a circulé effectivement, et c'était pas rare de voir donc des gens de la Colombie, du Venezuela, des gens du Mozambique, des gens du Soudan assister à ces formations-là. Et ce que je donnais à la base en arabe, je l'ai donné en français, en anglais et en arabe. Alors voilà pour ces ateliers-là. Ça a duré à peu près 4 ans. J'ai donné une dizaine d'ateliers et je me suis allié également à l'époque là, avec des centres de francisation. Donc j'avais vraiment des classes avec différents niveaux. On parlait vraiment de centaines étudiantes qui suivaient ces formations-là. Donc c'était un endroit extraordinaire pour échanger avec les demandeurs d'asile, avec les personnes réfugiées, les personnes réinstallées ou même les migrants qui suivaient donc des cours de francisation au quotidien pour comprendre leurs enjeux, leurs réalités, leurs défis et pouvoir vivre un partage avec ils et elles. Oui, puis le défi de la langue est un gros défi. Madame Lallemand, pouvez-vous nous parler peut-être du programme de régularisation pour les migrants à statut précaire qui n'aurait pas été encore annoncé par le gouvernement? Oui, donc en 2021, le gouvernement fédéral avait annoncé leur intention de développer un programme de régularisation pour les personnes à statut précaire ou sans statut. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux pour ces personnes, pour ces populations concernées, donc notamment le fait qu'ils n'ont pas accès à des services de soins de santé, services d'éducation, etc. Et également qu'ils sont très, très vulnérables à des abus de pouvoir. Donc, par exemple, si ils ne peuvent pas travailler légalement, il y a plusieurs enjeux. Donc, on appuie depuis très longtemps, ou le CCR plus généralement appuie depuis très, très longtemps d'avoir un programme de régularisation au Canada qui est global et inclusif. Donc, on sait bien que le gouvernement est en train de le développer maintenant. Et on essaie de monter... Bon, nous avons présentement une campagne en cours qui s'appelle « Statut pour tous ». Ouais. Et nous avons présentement une lettre qu'on a... on vient d'envoyer au Premier ministre le 14 mars qui décrit un peu les différents critères du programme. Donc, comme j'ai mentionné, que ça soit global et inclusif et que ça inclut plusieurs différentes catégories. Donc, que ce n'est pas lié que à des personnes dans, par exemple, une industrie de construction, mais que ça vraiment inclut tout, parce que les personnes sans statut ou à statut précaire sont un groupe très hétérogène. Ça comprend énormément de différentes situations. Alors, d'avoir un programme qui peut vraiment capturer toutes ces personnes. Les soutenir, finalement. Oui. Est-ce qu'il y aurait au Canada un manque de système d'accueil et de soutien pour ces demandeurs d'asile-là, pour les gens sans statut? Oui, effectivement. Donc, juste pour préciser, les personnes qui sont demandeurs d'asile ont un statut. De demandeurs d'asile. Les personnes à statut précaire, certainement, les demandeurs d'asile sont une population vulnérable, mais quand on parle des personnes à statut précaire ou sans statut, c'est par exemple des demandeurs d'asile dont leur demande a été refusée, mais qui ne peuvent pas être renvoyés à leur pays d'origine, par exemple en raison d'un moratoire de renvoi. Donc, juste pour préciser que c'est pas exactement les mêmes populations, les demandeurs d'asile et. Oui, puis chaque personne a un parcours différent et chaque personne a une réalité différente aussi. Oui. Puis quand les personnes essayent de travailler sans papier, peuvent se faire exploiter, exactement. Mais peuvent être blessés aussi, puis pas pouvoir se rendre à l'hôpital pour se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les soins qui ne sont pas pris en charge par notre système à nous.
Oui, justement. Il y a également un manque de système d'accueil pour les demandeurs d'asile. Donc, une fois que les personnes arrivent au Canada et présentent une demande d'asile, ils n'ont pas accès aux services comme d'autres personnes migrantes, notamment des résidents permanents. Oui, donc c'est un autre enjeu dont on fait présentement du plaidoyer avec le gouvernement fédéral pour permettre aux organismes à travers le Canada qui offrent des services de très haute qualité de pouvoir avoir un financement du gouvernement fédéral pour offrir ces services aux demandeurs et demandeuses d'asile. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Il y a des côtés politiques, il y a des côtés scientifiques aussi. Au prochain congrès de l'ACFAS, qui se tiendra le 14 au 16 mai prochain à Ottawa, il y a une équipe de recherche sur l'immigration au Québec et d'ailleurs, là, le groupe Erika, qui présente un colloque sur l'immigration au Québec et ailleurs, complexité des trajectoires, parce que les migrants on l'a compris, sont de divers titres. Professeur Garnier, parlez-nous un peu de ces trajectoires des personnes déplacées, ces trajectoires complexes. Donc, dans notre colloque, on aborde l'immigration sous toutes ses formes. Donc, c'est-à-dire que ça se tient aussi aux migrants qualifiés qui pourraient venir avec des statuts beaucoup plus sécuritaires puis avec plus de ressources. Donc, nous, quand on parle de complexité des trajectoires, il y a plusieurs dimensions dans notre colloque. Il y a la trajectoire géographique, bien sûr. Donc, celle-là peut être complexe dans la mesure où quand vous vous déplacez d'un pays à l'autre, parfois c'est simple si vous avez tous les papiers en règle, et puis parfois c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez moins d'opportunités en termes de demande de visa, par exemple, et cet accès de différents accès à différentes formes de visa fait que parfois certaines personnes ont beaucoup plus de difficultés à traverser des frontières et peuvent recourir à l'immigration irrégulière. Donc, certains des chercheurs qui vont présenter dans notre colloque, que ce soit des chercheurs du Canada ou des chercheurs francophones basés en Europe présentement, ou en Afrique aussi, vont parler de cette complexité des trajectoires, donc au niveau géographique. Donc, il y a aussi la complexité bureaucratique qui s'ajoute avec les papiers, parce que ça peut être par exemple, comme Lorraine Lallemand le mentionnait, c'est quand vous n'avez pas de papier, donc vous avez été éligible à vraiment rien, mais ça peut être aussi que vous faites tout à fait une demande de papier et vous pouvez par exemple être demandeur d'asile ou demander un accès au statut de réfugié, et puis ça peut durer des années avant que vous ayez accès à ce statut, et comme Mme Lallemand le mentionnait, vous n'avez pas accès à beaucoup de services, donc vous devez vous débrouiller avec ce qui existe. Donc on va aussi avoir un panel qui va explorer l'accès aux services des demandeurs d'asile dans le contexte québécois. Vous avez la complexité au niveau de la trajectoire économique, parce que justement, si vous avez moins d'accès bureaucratique à des papiers, ça peut vous limiter en termes d'accès à certains emplois, parce qu'il y a aussi des emplois qui sont réservés à certaines catégories de résidents permanents et citoyens canadiens, par exemple, dans le contexte canadien. Donc tout ça, ça cause des enjeux d'accumulation de ressources. Donc on explore aussi l'endettement des migrants. Il va y avoir un papier qui va parler de ça dans les trajectoires économiques des personnes avec différents statuts. Donc, quand on parle de trajectoire, ça dépasse bien sûr la trajectoire géographique. Et enfin, il y a aussi, je pourrais parler de la trajectoire sociale. Donc, est-ce que, par exemple, vous arrivez à vous intégrer au niveau participation? Et ce que M. Anna mentionnait est très intéressant, parce que faut savoir que quand vous êtes migrant, et là que vous soyez réfugié ou d'autres catégories, si vous arrivez comme adulte au Canada, les ressources que vous avez pour vraiment vous informer sur la participation politique, notamment, qu'est-ce que vous avez comme droit ici au Canada, comme on sait la journée des droits des réfugiés le 4 avril, mais je veux dire les droits des migrants. Quand vous êtes résident permanent, vous avez le droit de tout faire, sauf de voter, par exemple. Mais il y a plein de personnes qui ne sont pas au courant de tout ce qu'elles peuvent faire en tant que résident permanent, joindre un syndicat, joindre des associations, etc. Donc, cette trajectoire sociale et politique peut aussi être compliquée. Oui, professeur Garnier, je vais rester un petit peu avec vous. Vous dirigez un projet de recherche sur l'accueil des déplacés ukrainiens dans 2 villes canadiennes, Québec et Winnipeg, au Manitoba. Quels sont leurs enjeux vécus? Donc le projet, merci de le mentionner, il est en cours depuis l'année dernière. On a fait une quinzaine d'entretiens avec des déplacés ukrainiens à Québec et à Winnipeg, puis on s'entretient aussi avec les gens qui les aident, etc. Et donc parmi les enjeux qui nous mentionnent,
Alors, il y a l'enjeu de la langue, comme il a été mentionné précédemment. Donc, que ce soit l'apprentissage de l'anglais à Winnipeg ou l'apprentissage du français à Québec, parce que ils ont accès, dans les deux cas, en fait. Au Québec, c'est parce que les migrants du statut des Ukrainiens temporaires ont accès à la francisation aussi. Et à Winnipeg, ils ont ouvert l'accès aux cours de langue aux déplacés ukrainiens au Manitoba. Mais il y a des queues considérables, donc il y a des délais d'attente considérables pour accéder à ces cours de langue. Donc, les délais, c'est vraiment un problème. Un autre enjeu, et là c'est un petit peu différent au Manitoba et au Québec, c'est les déplacés ukrainiens sont arrivés avec un statut temporaire de 3 ans. Or, la guerre en Ukraine est loin d'être finie, donc là justement on parle de long terme. La question c'est, en fait, on se rend compte qu'il y a des statistiques qui ont été établies par une initiative qui est faite par le département fédéral des immigrations au Canada, IRCC, et des organismes communautaires qui ont fait une enquête représentative sur les déplacés ukrainiens à l'échelle du pays. 90% d'entre eux souhaitent rester au Canada. Or, ils ont un statut temporaire. Donc, l'enjeu pour eux, c'est l'accès à la résidence permanente, sachant qu'il n'y a pas de programme dédié d'accès à la résidence permanente pour les déplacés ukrainiens. Or, ça c'est vraiment une problématique au niveau du Québec. Les seuils d'accès à la résidence permanente sont assez bas. Ça fait que c'est vraiment difficile et que les conditions pour accéder à la résidence permanente exigent, si vous passez par le programme de résident sur le plan de vos compétences économiques, que vous parliez très bien français. Donc les déplacés ukrainiens, particulièrement au Québec, sont très inquiets en ce qui concerne leur possibilité d'accès à la résidence permanente. Au Manitoba, il y a des programmes provinciaux d'accès qui sont en fait aussi un peu plus ouverts et ça va un peu plus vite en fait qu'au Québec dans le reste du Canada. Cela dit, ils sont aussi inquiets s'ils n'ont pas encore accès à la résidence permanente. Donc je pense que la langue et la résidence sont 2 enjeux importants. Oui. Maintenant, un troisième, juste pour le mentionner brièvement, c'est l'accès à l'emploi qualifié, parce qu'on se rend compte qu'accéder à l'emploi, il y a pas mal de déplacés ukrainiens qui ont réussi en fait dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre au Canada, mais accéder à des emplois qualifiés, quand on sait que nombre de ces déplacés en fait sont très qualifiés dans plusieurs domaines, ça reste très difficile. Oui. Monsieur Anna, j'aimerais savoir quelle est l'importance des données scientifiques pour votre travail? Elles sont très importantes. Alors, nous, le HCR au Canada, on a un mandat bien différent de ce que mes collègues à l'international font, bien entendu. On a 4 grands piliers que sont la protection internationale au Canada, les solutions durables, les communications et la levée de fonds. Et je pense que c'est au niveau de la protection où les rapports, où les données vont être très, très, très importantes. Alors, on a pour objectif, pour rôle, pour mandat de surveiller les différentes institutions qui composent le système d'asile canadien. Et pour ça, on va travailler autant avec la société civile, avec les chercheurs, le milieu académique, le milieu communautaire aussi pour voir c'est quoi les obstacles, c'est quoi les défis sur le terrain, c'est quoi les données, c'est quoi les chiffres, à quoi est-ce que les demandeurs d'asile et les personnes réfugiées se butent comme enjeu. Alors nous, on va ramasser tout ça et on va produire nos analyses, on va produire nos propres rapports et ça peut nous aider également dans notre rôle de conseil stratégique lorsque les gouvernements font appel à nous pour avoir des conseils, pour partager de l'information. Ça nous aide également ce travail de collecte de données et d'observation. Entendu. Madame Lallemand, vous soulevez une tendance troublante des responsabilités gouvernementales et des médias à faire des réfugiés et des étudiants étrangers des boucs émissaires pour beaucoup de problèmes sociaux de longue date. On pense par exemple à la crise du logement. Expliquez-moi. Oui, donc depuis plusieurs mois, mais c'est un enjeu qui date de plus longtemps, on voit surtout au niveau du gouvernement fédéral et provincial le fait que pour des enjeux sociaux, souvent des groupes très vulnérables sont blâmés. Notamment, on pense à des étudiants internationaux et par exemple demandeurs ou demandeuses d'asile. Donc, c'est quelque chose qu'on soulève fréquemment au CCR parce que, non seulement le Canada, normalement, se porte très fier de son esprit accueillant, surtout pour les étrangers. Donc, de un, pour soulever qu'on voudrait vraiment garder cet esprit. Je ne vais pas dire que c'est unique dans le sens que ça n'existe pas autre part, mais statistiquement, les Canadiens répondent à des questions de sondage, par exemple, de façon qu'ils voudraient bien accueillir plus de personnes de l'étranger, de façon plus conséquente que dans d'autres pays. Donc, on va dire que c'est comme un esprit qui est très fort ici. Ça touche aussi sur d'autres enjeux. Donc, j'ai mentionné auparavant le programme de régularisation. Donc, un des enjeux qui existent, c'est que peut-être, parce que c'est un projet du gouvernement fédéral,
la province de Québec ne va pas participer. Bon, ils ont l'option de ne pas participer dans le programme. Si on voit qu'il y a une tendance de blâmer, par exemple, les personnes demandeurs ou demandeuses d'asile pour des enjeux de longue date comme la crise de logement, ça diminue l'appui public pour la participation à un tel programme. Au CCA, on trouve que c'est une tendance très troublante, non seulement sur la surface, mais également pour les implications pour ces populations vulnérables, notamment par exemple l'accès à des services ou au programme de régularisation. Oui, tout à fait, de l'appui. Pour terminer rapidement, des milliers d'enfants, des familles et d'individus de tous âges se retrouvent donc sans papier, sans abri lorsque survient un conflit. Comment on les accueille, ces demandeurs d'asile et ces réfugiés au Canada? Est-ce qu'on, justement, Monsieur Anna, est-ce qu'on fait bien nos devoirs? Est-ce qu'on est vraiment accueillant? Écoutez, on a un système d'asile qui est fort, qui est pris en charge par l'État. Alors, le HCR ici ne joue pas de rôle dans l'accueil des personnes réfugiées, dans l'intégration non plus. Mais vous pouvez juger. On n'administre pas de camp non plus. Vous pouvez regarder un petit peu effectivement, si on fait bien nos devoirs d'accueil ou si on est vraiment ouvert ou pas. Effectivement. Alors, nous observons, nous prenons note, nous avons des communications et ces communications-là, on les fait de manière privée avec les États quand on fait des recommandations. Alors, je vais utiliser mon devoir de réserve ici. Entendu. Professeur Garnier? Les demandeurs d'asile, c'est une bonne question parce que on sait que le nombre de demandes d'asile a augmenté au Canada de façon importante. Le 25 mars, c'est l'anniversaire de la fermeture du chemin Roxham aujourd'hui, qui a rendu ça plus difficile pour les personnes qui voulaient demander l'asile à partir des États-Unis de venir au Canada, donc ça les vulnérabilise. Donc, il y a une vulnérabilisation des personnes qui peuvent arriver au Canada et le fait qu'on a été dans un contexte que ma collègue Mireille Paquette appelle un problème intergouvernemental complexe. C'est compliqué de le dire, mais ça veut juste dire que les responsabilités de qui donne le budget pourquoi pour les demandeurs d'asile, c'est compliqué. Ce qui fait que, alors même que le Canada est quand même un pays qui gère très bien son immigration par rapport à d'autres pays du monde et aussi à une opinion publique très ouverte, sur les demandeurs d'asile, je pense qu'on a encore des devoirs à faire en termes d'accueil quand ils arrivent. Sur le long terme, je pense que le Canada fait très bien ses devoirs. Moi, en tant que professeur d'université, je peux le dire sans devoir de réserve, mais par contre, dans l'immédiat, en ce moment, il y a vraiment des situations d'urgence, notamment vraiment de logement d'urgence, comme Madame Lallemand l'a dit, où je pense qu'il faudrait vraiment que les gouvernements de tous les niveaux, fédéral, provincial, municipal, travaillent plus ensemble pour faciliter ces premiers mois et ces premières années d'arrivée de demandeurs d'asile qui souvent restent réfugiés ensuite au Canada. Oui, parce que pour le long terme, quand on est accueilli au début et que c'est un peu plus facile, ça va mieux. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et professeur Gagné a tout à fait raison. Le système d'asile, il est bien établi ici, il est fort, il est administré par l'État. Alors, voyez pas dans mon devoir de réserve comme étant une critique, là. Non, du tout. Donc, on va se quitter sur ça. Donc, on était en compagnie d'Adèle Garnier, qui est co-directrice de l'équipe de recherche sur l'immigration au Québec et d'ailleurs l'équipe Erika est professeure au département de géographie de l'Université Laval, de maître Joey Anna, chef du bureau de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à Montréal et de Lorraine Lallemand, co-directrice générale du Conseil canadien pour les réfugiés. Merci beaucoup à tous les trois. Voilà ce qui termine l'émission. À la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science est toujours une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Réécoutez notre émission. Si vous l'avez aimée, partagez-la sur vos réseaux favoris. Et visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Envoyez-nous des courriels aussi, communiquez avec nous. On est toujours content de vous lire et de vous écouter. Passez tous et toutes une belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bio